Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de cette série de vidéos sur le voyage à vélo. Dans cet épisode, on va se pencher sur tout le matos de bivouac, tout ce qui nous permet de vivre dehors, en gros, manger et dormir. L'élément principal par rapport au bivouac, c'est bien évidemment la tente. Donc pour ce voyage, on voulait absolument une tente autoportante qui, contrairement aux tentes tunnel, tient debout toute seule sans avoir besoin d'être ancrée dans le sol. Bon, la grande majorité du temps, on utilise quand même des sardines pour la tendre, surtout quand il y a du vent ou de la pluie. Mais le fait de pouvoir la poser sur un sol dur, ça permet par exemple de bivouaquer sur du béton dans des maisons abandonnées ou dans des bâtiments abandonnés. Et ça nous est arrivé quelques fois, et typiquement avec une tente tunnel, ça aurait pas été possible. La deuxième chose, c'est qu'on voulait une grande tente. Donc au lieu d'une 2 places, on est parti sur une 3 places, avec beaucoup de place dans les absides pour mettre la tonne de matériel qu'on avait. Au final, c'est un gain de poids, mais un gain de confort monumental, et je pense que ça évite à long terme de se taper dessus un petit peu. Donc la tente qu'on a choisie, c'était un peu le combo parfait. C'était une grande tente, pas trop lourde non plus, et surtout vraiment pas cher. On sait pas trop jauger sa durabilité parce qu'on n'a pas trop eu de tente qu'on a utilisé autant de temps que ça. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que sa faiblesse, c'est vraiment les fermetures éclairs. En fait, après un an et demi de voyage, elles ont commencé à mal fonctionner. Donc on a pu prolonger un peu leur durée de vie en les lubrifiant, en les resserrant, mais ça n'a pas fait des miracles non plus, et au bout d'un moment, elles ont juste complètement lâché. Donc à ce moment-là, plutôt que de racheter une toile intérieure qui coûte quand même un petit peu de sous, on a préféré coudre des scratchs au niveau des portes de la tente. Donc ça fait beaucoup de bruit, c'est beaucoup plus long à fermer qu'une fermeture éclair, mais au final, on s'y fait. Et voilà, c'est pas un système idéal, mais on a quand même voyagé quasiment un an avec cette configuration-là. Et puisqu'on parle de durabilité, on vous conseille grandement d'acheter un tarp pour mettre sous votre tente, ça la protège quand même pas mal. Et surtout, on se pose moins de questions de où on la met, on peut la mettre sur des petits cailloux, des choses comme ça, on s'en fiche, ça augmente grandement la durabilité de la tente. Donc globalement, comme on a expliqué, pour la tente, on a privilégié la robustesse et le confort au poids. En revanche, on n'a pas réfléchi comme ça pour les matelas et les duvets, ça a été une erreur, mais il y avait une bonne raison à ça. En fait, au départ, on pensait partir 6 mois, peut-être 1 an, grand maximum. Donc quand on a choisi les matelas et le duvet, on a préféré investir dans du matériel qu'on était susceptible de réutiliser en rando après. Donc là, le poids était un critère beaucoup plus important que pour la tente, par exemple. Le deuxième critère, c'était la température, parce qu'on savait qu'avec notre date de départ, on risquait d'arriver au Kirghizistan à la fin de l'été, voire au début de l'automne, et qu'on allait camper en altitude. Donc il fallait du matériel qui nous permette de tenir la nuit jusqu'à moins 9 degrés à peu près. Donc pour ce qui est du matelas, moi je suis parti avec un Exped Ultra 3R, donc qui était très léger, très confortable, mais objectivement beaucoup trop fragile. Déjà, on faisait très attention à l'état du sol sur lequel on posait la tente, mais j'ai eu beaucoup de crevaisons, et surtout au bout d'un peu moins d'un an, j'ai une cloison intérieure qui s'est déchirée, c'est-à-dire qu'il y a 2 boudins au milieu du matelas qui ont fusionné en un gros boudin, donc il était vraiment complètement inutilisable et plus du tout confortable. Le service client m'en a renvoyé un, j'en ai pris vraiment soin, je mettais des serviettes dessous la nuit pour éviter les crevaisons, ça l'a pas empêché de crever, et au bout d'un an, pareil, déchirure à l'intérieur, donc il est devenu complètement inutilisable. A l'inverse, Charlotte, elle a fait pratiquement tout le voyage avec un matelas Decathlon, donc plus lourd, mais beaucoup plus robuste et confortable. Et moi, quand mon deuxième Exped a lâché, j'ai acheté un modèle équivalent et j'en suis vraiment très content. Si c'était à refaire, encore une fois, je partirais avec un matelas un peu plus lourd, un peu plus grand, mais beaucoup plus robuste. Pour les duvets, du coup, c'est un peu pareil, un peu différent. On est parti avec des duvets en plume, avec un tissu assez fin, une température de confort autour de -8, -9, il pesait moins d'1 kg. Et en fait, le problème avec les duvets, c'est qu'on peut pas vraiment bien en prendre soin sur la route. Parfois, ils prennent l'humidité, la journée, on peut pas vraiment bien les faire sécher. Tous les soirs, on les enlève de leur étui de compression, tous les matins, on les remet. Donc en fait, ils vieillissent très vite. Et les nôtres ont perdu beaucoup de leur pouvoir gonflant au cours du voyage. Malheureusement, je pense que ça serait arrivé avec n'importe quel duvet, mais du coup, si c'était à refaire, je mettrais moins cher dans mon duvet, je mettrais moins d'argent dans mon duvet, en sachant qu'ils vont durer que la durée du voyage. Il y aurait eu aussi l'option du synthétique, qui est quand même beaucoup moins fragile que de la plume, qui résiste mieux à l'humidité, mais le problème c'est que c'est quand même beaucoup moins compact, et pour les températures confort qu'on voulait, vraiment on aurait eu un duvet qui fait la taille d'une sacoche, et c'était pas trop concevable en voyage pour nous. Un petit luxe qu'on s'est autorisé au niveau du bivouac, c'est de partir avec des oreillers gonflables. Donc d'habitude en rando, on a plutôt tendance à prendre un dry bag qu'on bourre de fringues et ça fait le taf en vrai. Mais là sur du long terme, on s'est dit qu'on était prêt à sacrifier 130 grammes chacun et que ça allait être un vrai plus en termes de confort. Encore un petit plus confort, jingle coup de cœur. C'est une guirlande lumineuse. En fait, à la base, on l'avait acheté à notre deuxième Noël parce qu'on voulait ramener un peu de l'esprit de Noël dans notre tente. Et on a fini par la garder parce que c'était trop bien. Au lieu d'avoir une lumière très directive de la lampe frontale qui éclaire que notre bol, en fait, on voit vraiment tout autour et c'est hyper chaleureux. Donc Gadget cool. Maintenant qu'on a parlé du couchage, on va basculer sur la partie cuisine. Et donc, l'élément principal de la cuisine, c'est évidemment le réchaud.
Comme beaucoup de voyageurs, on est parti avec un réchaud à essence, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la simplicité, de l'essence on en trouve partout, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel village, alors que des cartouches de gaz c'est un petit peu plus compliqué. Souvent il faut aller dans des magasins spécialisés, bref on n'avait pas envie de s'embêter avec ça. Ensuite il y a une raison économique, notre bouteille elle fait 0,8 litres, donc faire le plein ça nous coûtait quelques dizaines de centimes à peine, et avec on tenait entre 2 et 3 semaines. Et en comparaison, une cartouche de gaz de taille moyenne ça coûte 7 à 9 euros en fonction des pays, donc sur toute la durée du voyage ça fait quand même une sacrée différence. C'est bien vrai. Ouais. Bon, évidemment, il y a quand même quelques inconvénients au réchaud à essence. Déjà, au niveau du poids et de l'encombrement, c'est plus volumineux et plus lourd qu'un réchaud à gaz. Mais comme on l'a dit avant, ça pour nous, c'était pas un des critères les plus importants. Ensuite, il y a la combustion qui est quand même nettement plus sale que pour un réchaud à gaz. Ça produit de la suie, ça sent plus fort. À l'allumage, ça fait des grosses flammes. Donc clairement, un réchaud à essence, c'est pas quelque chose qu'on pourrait utiliser dans la tente, par exemple. C'est vrai ça. Ensuite, il y a le fait que c'est un petit peu plus complexe à utiliser qu'un réchaud à gaz. Il faut mettre la bouteille sous pression, il faut le préchauffer avant de l'utiliser. Et une fois qu'il est allumé, il est allumé, donc il run un peu toujours à son maximum, on peut pas vraiment contrôler la puissance de la flamme. Pour faire mijoter des petits trucs à feu doux, c'est pas hyper pratique, mais on a quand même réussi à cuisiner avec sans tout faire brûler. Mais pour nous, le plus gros inconvénient du réchaud à essence, c'est que son fonctionnement dépend vraiment du type d'essence qu'on met dedans et de la qualité de l'essence. Typiquement, nous en Asie centrale, le réchaud fonctionnait assez mal, donc il s'encrassait, il faisait beaucoup de suie, il fallait très souvent le démonter pour le nettoyer. Et à l'inverse, c'est un petit peu cliché, mais dans la péninsule arabique, l'essence devait être de meilleure qualité parce que le réchaud il fonctionnait nickel. Et donc, comme on l'a dit, c'est plus complexe qu'un réchaud à gaz, donc il y a beaucoup plus de pièces qui peuvent lâcher, ça nécessite un plus gros entretien. Et là, on a une petite critique à faire à MSR en particulier. Le souci avec MSR, c'est qu'ils ont un kit d'entretien pour les réchauds à essence. Mais c'est un kit qui est déjà assez onéreux, il coûte entre 50 et 60 euros en fonction des sites ou des pays dans lesquels vous l'achetez. Et ce kit-là, c'est un kit qui est commun à plusieurs modèles de réchaud à essence. Donc non seulement il coûte très cher, mais en plus à l'intérieur, il y a 2/3 des pièces qui sont pas utiles pour nous, et les pièces restantes, nous on a trouvé qu'elles n'étaient pas là en nombre suffisant. Idéalement, on aurait aimé se créer notre kit à nous, avec les pièces qui nous conviennent et le nombre de pièces qui nous convenaient, mais en fait c'est des éléments qui sont globalement assez difficiles à acheter de manière individuelle. Bon, finalement, au bout de 1 an et demi, on a fini par acheter un réchaud à gaz en plus, un tout petit réchaud à gaz, en sécurité, pour être sûr que tous les soirs on pouvait se faire à manger, on pouvait manger chaud. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû faire dès le début, donc soit partir avec un petit réchaud à gaz, soit prendre un réchaud mixte essence-gaz. C'est pas si simple que ça, il y a quand même pas mal de trucs à changer entre l'essence et le gaz, mais c'est quand même super confortable d'avoir toujours une petite solution de secours. Avec ce réchaud, on avait une casserole, une poêle. Bon, là-dessus, on n'a pas vraiment de conseils à donner. La poêle, c'est un accessoire qui est super cool pour cuisiner. Et la casserole, on était deux et elle faisait 1,3 litre. Et pour le riz et les pâtes, globalement, c'était parfait. Pour manger, on avait des bols pliables de chez Sea2 Summit et des cuillères pliantes de chez Decathlon. On n'a pas eu de soucis, c'était vraiment des accessoires très pratiques, c'était résistant et ça fonctionnait bien. En route, on s'est aussi acheté des petites tasses en alu. Ça, c'est pas indispensable, mais on était content de les avoir, c'était un petit confort qui était cool. Et c'est vrai que globalement, on entend beaucoup d'histoires de gens qui partent à vélo avec beaucoup trop d'équipement et qui finissent par s'alléger au fur et à mesure du voyage. Nous, c'était plutôt l'inverse. On est parti déjà chargé, on a utilisé tout ce qu'on avait et au cours du voyage, on a racheté des choses qu'on a aussi utilisées. Sinon, encore un petit équipement, on avait une poche à eau de 6 litres et c'était super pratique pour avoir plus d'eau au bivouac tout simplement. Et même plus que ça, ça permettait en fait de pas se soucier si on avait un accès à l'eau ou pas quand on choisissait des bivouacs. Donc ça, c'était vraiment un confort en plus, on les a trouvés, on les a perdus. Du coup, à la fin, on faisait ça avec des bouteilles d'eau juste qu'on mettait sur nos vélos, donc possible aussi. L'avantage de la poche à eau, c'est que ça peut permettre de faire des petites douches aussi de temps à autre. Donc voilà, vraiment un truc cool à avoir, petit tips. Et pour terminer, on voulait vous parler d'un autre élément essentiel de notre setup, nos chaises et l'inox. On avait déjà entendu parler de ça avant de partir, mais on s'était dit non, mais on va pas prendre des chaises de camping, ça va, c'est l'aventure quoi. Et au final, on a complètement craqué. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai un niveau de souplesse qui est catastrophique, donc je ne peux pas tenir en tailleur assis par terre. En plus, ces chaises-là, elles pèsent quasiment rien, à peine 500 grammes, elles prennent pas beaucoup de place, donc vraiment, c'est un truc avec lequel on repartirait, mais sans hésiter. Voilà tout ce qu'on voulait dire sur le matos de bivouac et de cuisine. Globalement, notre philosophie, vous l'aurez compris, sur du voyage à long cours à vélo, c'est de privilégier le confort et la robustesse au poids. Évidemment, dans les montées, c'est toujours mieux de pas avoir 10 kg de bagages en plus, mais pour nous qui roulons tout doux, honnêtement, ça passe inaperçu. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Évidemment, abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochains, et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bisous!